Morin décrypte l'actu politique avec ceux qui la font. Bonjour, bienvenue dans le brunch politique de Sud Radio. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Lefebvre, député Les Républicains des Français de l'étranger. Au menu du brunch politique, les migrants et les réfugiés qui continuent d'arriver en masse dans l'Union européenne, la lutte contre le terrorisme et contre Daesh en Irak et en Syrie, les régionales en décembre prochain, et puis la famille politique de Frédéric Lefebvre, les Républicains. Les jeunes du parti sont réunis ce week-end au Touquet avec Nicolas Sarkozy. Louis Morin. Le brunch politique Sud Radio. Bonjour Frédéric Lefebvre. Bonjour. Merci d'être notre invité en direct sur Sud Radio aujourd'hui. Vous venez d'écrire une tribune, Citoyens du monde, plus que jamais, une tribune sur les flux migratoires qui secouent l'Europe depuis quelques semaines. 24 000 réfugiés en France au cours des 2 prochaines années. Faut-il y croire, Frédéric Lefebvre? Parti comme c'est parti, ce chiffre évidemment risque d'être beaucoup plus important. Mais ce qui est dramatique à la fois dans la réaction française, mais elle est à l'unisson de la réaction de l'Europe, c'est cette incapacité à anticiper et à agir sur les causes. On est toujours mobilisé dans l'urgence, dans la panique, sur les conséquences. Et on le voit aujourd'hui, on a vécu un été absolument incroyable, puisque j'ai eu honte de l'Europe quand un certain nombre d'hommes et de femmes politiques européens ont commencé à mettre en cause tel ou tel pays. Je pense à l'Italie, je pense à la Grèce, qui était la Hongrie face. Aussi. La Hongrie, c'est venu bien après et pour d'autres raisons. Mais quand l'Italie et la Grèce faisaient face à des afflux de migrants qui ne savaient pas gérer, et que notre propre pays, d'autres pays, on les ont montrés du doigt. Voilà. Je crois que quand avec 54 députés, nous sommes 55, puisque un a signé, me l'a fait savoir sur Twitter tout à l'heure, cet appel que j'ai lancé le 23 mai dernier, ça fait bientôt 4 mois, en étant bien seul pour mobiliser l'Europe contre l'État islamique. 4 mois qui ont été perdus, 4 mois pendant lesquels des décapitations, des viols, un génocide s'est accéléré avec des victimes. Et il ne faut jamais oublier qu'on a face à nous des victimes, des réfugiés, des gens qui sont meurtris, qui quittent leur terre, pas par plaisir ou pas comme je l'entends parfois, pour venir bénéficier de notre modèle social, mais qui quittent leur pays, leurs proches, simplement pour survivre. Il y a eu des actions en 4 mois, tout de même, des actions contre l'État islamique, des actions de la coalition internationale. Oui, de la coalition internationale, mais où est l'Europe? Où est l'Europe? Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a pas du tout fait sourire. C'est quand j'ai lancé cet appel, et beaucoup de vos confrères m'ont invité, j'ai fait beaucoup d'émissions à ce moment-là. J'ai interpellé, j'ai d'ailleurs fait porter au président Schulz du Parlement européen un courrier parce que je lui demandais d'organiser en urgence un débat pour sensibiliser. Et la seule réponse que j'ai eue, il n'avait pas tweeté depuis 6 jours, c'est 2 tweets de suite sur l'Eurovision. Donc je trouve ça formidable que le président du Parlement européen s'occupe de l'Eurovision, mais je préférerais qu'il s'occupe des vrais sujets. De la même façon que quand j'entendais M. Juncker il y a quelques jours nous expliquer que, donnant des leçons à tout le monde, qu'il fallait se mobiliser sur les réfugiés et que comme on était enclin à se mobiliser contre l'État islamique, il fallait en faire de même pour protéger les réfugiés. Moi, je voudrais bien savoir comment l'Europe s'est mobilisée contre l'État islamique. Que M. Juncker nous le dise et nous l'explique. Parce que l'Europe, elle va, par sa lâcheté, creuser sa propre tombe. C'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. L'esprit munichois, la couardise règne en Europe et c'est un drame. Et aujourd'hui, on le voit, vous m'interrogez, c'est bien normal sur la question des réfugiés, mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que l'Allemagne, qui a une vraie armée aujourd'hui, n'use pas cette armée, ne l'utilise pas. On va y revenir, mais si vous voulez bien, on va d'abord s'intéresser à la question des migrants, parce que les migrants, c'est l'urgence. Ils sont aujourd'hui sur le sol européen et il faut trouver des solutions. Hier, Bernard Cazeneuve s'est engagé à ce que l'État donne 1 000 € pour chaque place d'accueil aux réfugiés qui seront mises en place par les villes qui acceptent d'en recevoir. Est-ce que je peux vous interrompre? Ça coûte cher, 1 000 €. L'État donne 1 000 €. Ça veut dire que c'est vous, c'est moi, c'est les Français qui nous écoutent qui donnent 1 000 €. 1 000 € par place d'accueil. Non mais oui, bien sûr que c'est cher, mais c'est ce que je disais chez un de vos confrères il y a quelques jours.
La générosité à bon compte, elle se paie par les Français. Quand l'État donne de l'argent, c'est pas l'État qui donne de l'argent. C'est trop de donner 1 000 euros. Non, mais je veux pas rentrer. Vous savez, moi, j'ai été comme tout le monde, et je suis comme tout le monde bouleversé par ce qui se passe. Et je vois avec bonheur qu'il y a un certain nombre d'élus qui ont, que parfois on montre du doigt, je ne comprends pas pourquoi, qui ont accepté d'accueillir. Que l'Église se mobilise. Il y avait entre 600 et 700 maires hier qui étaient réunis à la maison de la chimie. Mais moi, je leur tire mon chapeau. Je leur tire mon chapeau. Je dis simplement que la responsabilité. Regardez, il y a une réunion des ministres de l'Intérieur qui va se dérouler. Européens. Demain et après-demain. Et de quoi vont-ils parler? Des réfugiés, des camps, comment on organise sur notre sol, sur nos sols, dans nos territoires européens. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait une réunion de l'ensemble des ministres de la Défense, de l'ensemble des ministres de la Sécurité, depuis des mois, pour savoir comment on va s'engager ailleurs, sur le terrain. Peut-être, vous savez, il y a un grand débat, parce que c'est ce que je ne supporte plus dans le débat public aujourd'hui, d'ailleurs, comme la grande majorité des Français. Cette capacité à divertir le peuple au sens premier du terme, c'est-à-dire à le détourner de l'essentiel. Regardez comme sur la question, par exemple, est-ce qu'il faut des opérations au sol en Syrie? C'était un débat. On a l'impression que tout le monde est en désaccord à droite et à gauche. En vérité, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait que, bien sûr, de toute façon, cette guerre contre l'État islamique, on ne pourra pas la gagner. Donc vous voulez des opérations au sol? Mais c'est une évidence s'il n'y a pas des opérations au sol. Ensuite, la question est de savoir qui au sol. Est-ce que sont nos hommes, en l'occurrence les Français et ceux de la coalition engagée, ou toute l'Europe? Première question. Est-ce que ce sont des hommes de la région encadrés par un certain nombre de cadres militaires européens ou de la coalition? C'est moi ce que je préconise. Mais quand j'entends par exemple le gouvernement dire pas question d'opération au sol, mais j'entends ensuite Laurent Fabius sur France 3 il y a 2 jours dire mais si ce sont des militaires, des hommes de la région, là, dans ce cas, je n'y vois pas d'objection. En fait, nous disons la même chose. Et ce que je reproche au débat public, c'est que sur un sujet comme ça, où les Français attendent de l'unité, que nous soyons unis, eh bien, nous avons la capacité de créer, à droite comme à gauche, des divisions artificielles. On parle de la guerre, on parle du terrorisme, on parle de victimes, on parle de notre sécurité, et on est capable d'aller continuer à travers vos émissions de radio et de télévision à s'envoyer des invectives sur des sujets sur lesquels les Français veulent du sérieux. C'est pas que de notre faute, Frédéric Lefebvre. Non, mais je ne dis pas que c'est de votre faute, c'est bien la faute des politiques qui sont vos invités. Vous savez, d'ailleurs, je ne le dis pas que à votre micro, parce que souvent, on a tendance à dire, vous savez, les hommes politiques, ils disent les choses dans les médias, mais ils ne les disent pas dans leur famille politique. Ce discours, je l'ai tenu hier. Vous rappeliez qu'il y avait notre université, notre campus d'été, je l'ai tenu hier devant les militants, et contrairement à ce que beaucoup attendaient, j'ai été très applaudi quand je l'ai tenu. Frédéric Lefebvre, en Syrie, une opération au sol, soit on y envoie donc des militaires au front, soit des militaires français pour encadrer les troupes qui sont déjà présentes. Français dans tous les cas, de toute l'Europe. Encore une fois, moi je ne veux pas. Oui, mais de toute l'Europe, mais il y aura également des Français. Dans tous les cas, il y aura des morts, Frédéric Lefebvre. Ah mais bien sûr, mais une guerre sans mort, ça n'existe pas. Et Louis Morin, moi ce que je veux vous dire. Il faut que la France soit prête aujourd'hui. Mais il faut que. À accepter des morts. Mais encore mais bien sûr, mais je ne veux pas que la France seule soit prête. Vous comprenez? C'est pour ça que je me bats pour que l'Europe se bouge enfin. J'en ai assez de voir les Allemands nous donner des leçons en permanence sur, par exemple, la question de nos finances publiques. Et là, pour le coup, ils ont raison. Mais sur la question des camps de réfugiés, ils nous donnent de grandes leçons. Eux, ils ont une démographie évanescente. Ils ont besoin d'avoir un afflux migratoire important pour leur économie. Et après, ils vont donner des leçons aux pays qui ont, comme notre pays, ils n'ont pas les mêmes contraintes sociales non plus. Et surtout, ils ont une armée. Que font-ils de leur armée? Moi, je veux qu'ils la mobilisent, leur armée, que les Anglais mobilisent leur armée, que les pays d'Europe qui n'ont pas de moyens militaires ou qui n'ont pas d'hommes à engager mobilisent des contributions financières. Il y en a assez que la France soit un des seuls pays d'Europe à protéger tout le territoire européen contre le terrorisme. C'est ça la réalité. Quand on est engagé au Mali, où est l'Europe? Moi, j'aimerais savoir où elle est. Alors après, on me dit oui, mais il y a quelques contributions symboliques pour montrer que, en fait, l'Europe est là. Mais moi, c'est pas des symboles que je veux. C'est un engagement européen. C'est une bonne chose en même temps que la France soit précurseur, non, Frédéric Lefebvre? Mais bien sûr. Moi, je me félicite sur tous ces sujets que la France soit fidèle à son histoire et que ça soit la France qui donne la ligne.
Je voudrais même que ça soit un peu plus que ça ne l'est aujourd'hui. Mais en même temps, donner la ligne, c'est savoir dire aux Allemands, vous nous donnez des leçons sur les réfugiés, moi, je veux savoir où vous êtes sur la lutte contre le terrorisme. Parce que pour l'instant, ils sont aux abonnés absents. Hier, Nicolas Sarkozy a proposé un statut de réfugié de guerre, des réfugiés qui ne seraient accueillis que pour la durée de la guerre. Vous agréez? Vous êtes d'accord? Écoutez, là encore, c'est un sujet sur lequel il y a un débat qui est en train de s'installer, qui est un faux débat, puisque c'est une question qui a été tranchée depuis bien longtemps. Et c'était d'ailleurs assez étonnant de voir les réactions avec, pour certains, le reproche de faire 2 catégories de réfugiés, et puis pour d'autres, le reproche de proposer quelque chose qui existe déjà. Puisque la vérité, c'est que ça existe déjà, et que peut-être faut lui donner un nom bien précis pour que ce soit plus clair. Mais pour moi, c'est pas ça l'essentiel. Je vais vous dire, j'ai fait une proposition, j'ai vu que le président de ma famille politique l'avait reprise, et cette proposition que j'ai faite il y a déjà quelques semaines, cette proposition, je considère qu'elle est absolument essentielle pour protéger les frontières de l'Europe. C'est que c'est au pourtour de l'Europe, hors de la zone Schengen, qu'il faut qu'aujourd'hui nous installions des camps de réfugiés avec des postes de douane européens qui puissent accueillir ces réfugiés humainement, en les soignant, en les nourrissant, en les logeant, et qui puissent, parce que Frontex, vous l'avez peut-être vu, a annoncé qu'il y avait qui a annoncé qu'il y avait un trafic de faux passeports qui était syrien, qui était aujourd'hui en évolution exponentielle. Et donc, il faut contrôler, parce que quand les Français ont peur des infiltrés, ils ont raison. On va y revenir, Frédéric Lefebvre, parce que c'est un sujet qui mérite d'être évoqué. Parce et vous avez raison. Mais tout d'abord, les réfugiés qui viennent aujourd'hui en France, est-ce qu'ils devront repartir dans leur pays demain s'il n'y a plus la guerre? D'abord, vous savez... Parce que c'est ça la question qui a été soulevée par Nicolas Sarkozy. Vous faisiez allusion à ma tribune. Je dis dans cette tribune quelque chose qui est une évidence. C'est que quand je dis citoyen du monde plus que jamais, je dis aussi que comme citoyen du monde, et moi je passe la moitié de mon temps aux États-Unis et au Canada, j'ai un chez moi. Et chacun des citoyens du monde qui va dans un autre pays, il a un chez lui. Et on est toujours mieux chez soi. Et chacun, c'est pas par plaisir que ces gens fuient la guerre. C'est pas par plaisir que sauf qu'on peut pendant imaginer la Deuxième que Guerre demain, mondiale, s'ils viennent en France, ils vont finir par être intégrés. Sauf que peut-être on peut se poser la question, et je vous renvoie à nouveau à ma tribune, de ce qu'on fait pour aider ces pays à se développer. On a une politique où on se donne bonne conscience avec le co-développement, où on dépense des millions et des millions, alors que moi je fais une proposition que j'ai faite voter. Malheureusement, elle n'a pas été jusqu'au Sénat parce qu'il y a eu une mauvaise polémique, je raconte ça dans ma tribune, à l'époque, qui a été engagée par M. Cahuzac. Mais cette mauvaise polémique, c'était sur un sujet tout simple. À l'image du plan épargne-logement, donner la possibilité aux étrangers qui vivent en France de placer avec des plans d'épargne leur argent ici. Et si, au bout, ils investissent dans leur pays d'origine pour créer des emplois, pour créer une entreprise, à ce moment-là, on leur redonne une aide fiscale qu'on finance en baissant à due concurrence l'aide au pays. Parce que l'aide au pays, on sait très bien que ça va dans des poches qui ne sont pas toujours... la fuite des capitaux. Non, j'incite à l'inverse, à ce qu'on utilise bien l'argent. J'en ai assez de voir qu'un certain nombre de dictateurs se mettent l'argent que la France donne dans les poches. J'en ai assez de voir que l'argent pour aider des pays est détourné de son objet. Et je fais confiance à l'individu. Parce que je sais que si on a des citoyens ici d'un certain nombre de pays d'Afrique ou du Maghreb qui ont la possibilité, avec une aide fiscale de la France, d'investir dans leur pays d'origine, ils le feront. Parce que s'ils peuvent trouver du travail et avoir du travail dans leur pays, ils aiment leur pays. C'est ça la réalité. Il faut arrêter avec le sentiment que la France serait le seul endroit du monde où on peut être heureux. Ça n'a pas de sens. Évidemment que quand on regarde par exemple la question des réfugiés et qu'on dit regardez, la France accueille, mais les Allemands reçoivent beaucoup plus de réfugiés que la France depuis bien longtemps, beaucoup plus. J'ai dit pourquoi. Ils en ont besoin économiquement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais justement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils ont un droit du travail qui est beaucoup plus souple également. Mais ça veut dire que c'est pas sur la question des réfugiés qu'il faut se focaliser. C'est sur la question de l'immigration qu'il faut se focaliser. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une politique d'immigration qui est absolument stupide. Moi, je ne regrette pas du tout l'immigration choisie. Je l'ai moi-même votée. Mais souvenez-vous,
quand j'étais député à l'époque des Hauts-de-Seine, le mal que j'ai eu à faire voter un amendement pour régulariser au cas par cas les étrangers en situation irrégulière pour des motifs de travail. Parce que simplement, on en avait besoin en France. Soyons simplement de bon sens. Arrêtons de montrer les étrangers du doigt et essayons de construire des solutions de bon sens. La France doit avoir une politique à la fois généreuse et ferme. Et la fermeté, je reviens sur les camps de réfugiés tout à l'heure dont je parlais, c'est parce que je vous ai dit que j'étais heureux que le président de ma famille politique ait repris cette idée, mais je ne partage pas le nouveau vocabulaire qui est aujourd'hui utilisé. On parle de centres de rétention, là où moi j'ai parlé de camps de réfugiés. Les camps de réfugiés, vous y allez volontairement. La question, c'est ce qu'ils peuvent en sortir. Les centres de rétention, c'est de la privation de liberté. La question, c'est ce qu'ils peuvent en sortir. Mais je ne veux pas de privation de liberté. Mais bien sûr qu'ils peuvent sortir des camps de réfugiés. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à accueillir des réfugiés. Vous avez vu, en Jordanie, les camps de réfugiés pour accueillir les Syriens. Ils ne sont pas tous à vouloir venir en France. Donc il faut à un moment simplement essayer de raisonner avec du bon sens. Et pourquoi j'ai eu cette idée? Avec du bon sens, mais vous dites d'accord pour des camps de réfugiés, mais pas en France. Pourquoi dans l'espace Schengen? Mais parce que je veux simplement qu'on soit en situation de contrôler. Je vous ai parlé des passeports syriens, des faux passeports syriens. Aujourd'hui, une fois que vous avez des gens sur votre territoire, vous ne savez pas qui est sur votre territoire. Et une fois qu'ils sont là, comment vous les renvoyez? C'est bien le problème. Aujourd'hui, de l'Europe. Attendez. Vous craignez pour la sécurité, justement? Mais évidemment, quand les Français ont peur des infiltrés, par exemple, le débat public dit non, il faut surtout pas en parler, ou c'est pas vrai. Mais vous craignez qu'il y ait des infiltrés? Mais je le crains, mais c'est une évidence qu'il y a des infiltrés. Je vous rappelle les déclarations du colonel Kadhafi avant son élimination en 2011. Je vous renvoie à ces déclarations. Vos auditeurs, les Français qui nous écoutent, peuvent les trouver sur Internet. Elles ont été faites dans un certain nombre de médias. C'était public, où il disait si vous m'éliminez, vous allez, c'était d'ailleurs prophétique, vous allez être envahi il citait l'Italie, il citait la France, et il disait que l'Europe, j'emploie ces mots, allait devenir noire. La réalité. C'était prophétique? Mais qu'est-ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui? Pourquoi je propose que ces camps de réfugiés soient installés au pourtour de la frontière libyenne sur les 2400 kilomètres de côte? Parce que simplement, je sais que c'est là où vont les réfugiés. Alors on me dit oui, mais... Faut qu'ils l'acceptent. Mais qu'ils l'acceptent. Les Libyens, vous voulez dire? Oui. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les négociations de l'ONU avec les deux gouvernements libyens, le gouvernement reconnu, qui est le gouvernement de Tobrouk par la communauté internationale, et le gouvernement de Tripoli, les négociations ont lieu à travers le Parlement de Tripoli. Ces négociations sont essentielles, parce qu'ils ont un ennemi commun. C'est Daesh, c'est ISIS, et il se trouve que c'est notre ennemi. Donc, à un moment, il faut avoir... Quand je vois, par exemple, sur la question, y compris aux États-Unis, en termes de diplomatie, la manière dont on montre du doigt les Russes, ou même nous, dont nous nous inquiétons de chaque mouvement de la Russie. Pourquoi? Parce que la Syrie, depuis l'Antiquité, c'est une terre qui est stratégique. Voilà. Et moi, je voudrais que, au lieu de la stratégie égoïste de chacun des pays du monde, on ait à un moment une vision qui est l'éradication de ces terroristes d'ISIS, de Daesh ou d'État islamique, vous les appelez comme vous voulez, parce que eux menacent non pas simplement, comme je l'entends parfois, notre civilisation au sens judéo-chrétienne, mais la civilisation tout entière. Libérer la Syrie, ce sont les termes de Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'il souhaite, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut rendre le pouvoir et les territoires à Bachar el-Assad? Alors c'est toute la question, parce que les pays occidentaux qui s'engagent dans cette région du monde, et on peut prendre l'exemple de l'Irak, on peut prendre l'exemple de la Libye, on peut prendre aujourd'hui l'exemple de la Syrie, c'est une chose de libérer, et ensuite il faut savoir quel pouvoir succède à cette libération. On l'a vécu d'ailleurs douloureusement en Libye. On le vit aujourd'hui, et on voit combien c'est compliqué en Irak, puisque et le Front National, des gouvernements. Le Front National n'hésite pas à vous critiquer d'ailleurs, justement, d'être intervenu en Libye pour. Oui, mais vous savez, alors là, Dieu sait qu'il y a des choses. Moi, je pense que ce qui manque, comme on dit aux États-Unis, c'est le nation builder derrière, c'est-à-dire personne n'a reconstruit après la destruction. C'est ça le problème de la Libye. Mais je dis pas que c'est facile, je vois l'Irak. La France intervient et ne reconstruit rien Irak. Et laisse le pouvoir, les terres comme elles sont. Mais c'est un peu le problème, c'est que c'est bien beau. La France aurait dû rester là-bas?
La France, et pas que la France, les pays occidentaux auraient dû construire un nouvel avenir à la Libye avec des gens démocrates pour pas laisser la place à des islamistes radicaux. Et on en est maintenant au point que la seule solution que nous avons, c'est de nous appuyer sur des islamistes radicaux pour pouvoir combattre les encore plus radicaux. C'est compliqué, Donc, sur des, c'est terriblement dans des compliqué. territoires qui ne sont pas réellement développés. C'est compliqué d'instaurer la démocratie. En Syrie? Oui, mais alors, justement, ça, je pense aussi que c'est une vision assez tronquée qu'ont les démocraties de vouloir toujours imposer leur modèle à une vitesse accélérée alors que eux-mêmes s'y sont progressivement adaptés. La Syrie est-elle prête à la démocratie, Frédéric Lefebvre? La vérité, c'est que on voit bien que le Maroc, par exemple, résiste, même si c'est compliqué, même si le nord du Maroc vit des moments difficiles aujourd'hui. Ils ont un roi au Maroc Maroc parce qu'ils ont une monarchie, parce qu'il y a une stabilité, parce que donc il faut arrêter d'être naïf. Au nom de la démocratie et de nos propres idées et de notre propre modèle, on ne peut pas tout d'un coup donner un coup de pied dans la fourmilière et chercher à éliminer tel ou tel, et puis derrière les laisser se débrouiller, parce que au final, on le voit dans cette région, ça se retourne contre nous. Donc ça, c'est essentiel. Et c'est essentiel, je le dis, quand on va s'engager en Syrie. Ça veut dire que la communauté internationale, elle doit d'ores et déjà se poser la question de la Syrie. Parce que sinon, vous avez ce que je disais tout à l'heure, ce qui se passe en Libye, où c'est l'ONU qui est en train de ramer pour essayer de ramener deux gouvernements en Libye, qui sont deux gouvernements, deux parlements, qui se combattent, et pour essayer de les unir avec un ennemi commun. En traduction, Frédéric Lefebvre, il faudrait... Toujours le même problème, il n'y a pas d'anticipation. Il faudrait laisser Bachar el-Assad par la suite. Non, j'ai pas dit laisser Bachar el-Assad. D'ailleurs, vous voyez même que leur principe, enfin, son allié principal, c'est la Russie. Et la Russie, ça pose problème, d'ailleurs. Et la Russie elle-même aujourd'hui est très claire sur le fait que c'est pas avec Bachar el-Assad lui-même. Et d'ailleurs, tout le monde aujourd'hui... Elle a envoyé du matériel militaire, la Russie, sur le sol syrien, à l'ouest, pour défendre, justement. Tout le monde aujourd'hui est parfaitement conscient que des gens qui font partie du pouvoir actuel en Syrie doivent, et qui incarnent une forme de stabilité, devront être autour de la table pour construire la Syrie de demain. De la même façon que on ne peut pas décider à la place des habitants d'un pays. On ne peut pas, on ne va pas organiser de nouvelles colonies. Donc il faut avoir à la fois du respect et en même temps chercher à être efficace et à défendre nos intérêts. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de travailler main dans la main avec Bachar el-Assad pour lutter contre Daesh? Certains le proposent. Je ne sais pas qui le propose, mais quand je vous dis que son principal allié, la Russie, le propose pas, je pense que tout ça est quand même assez clair. Aujourd'hui, la nouvelle donne diplomatique qu'il faut mettre sur ce territoire, c'est une donne diplomatique autour des États-Unis, de l'Europe et de la Russie. C'est ça la réalité. Et à un moment, il va bien falloir le mettre en place. Et la Russie prend de l'avance sur nous, puisque vous l'avez très bien dit, elle est en train de mobiliser des troupes sur place. Heureusement, la France a pris la décision d'envoyer des avions en survol de la Syrie et d'éliminer un certain nombre de cibles qui s'engageront contre la France, parce que la France était du coup sortie totalement du jeu dans cet endroit, je le redisais tout à l'heure, qui est absolument stratégique. Et donc, comme toujours, sur cette question, ça ne risque pas d'augmenter la menace l'immigration, qui pèse sur la France. Le manque d'anticipation. Ça ne risque pas d'augmenter la menace qui pèse sur la France, la menace terroriste. Franchement, je pense qu'elle est aujourd'hui multiforme. Le gouvernement l'a dit d'ailleurs de manière très nette. Elle est présente, elle est dans toutes les têtes, et il faut se protéger avec. Et je vois d'ailleurs avec quand je parle d'anticipation, vous savez, on m'a beaucoup moqué quand j'ai donné une interview dans un journal californien, enfin français mais de Californie. C'est pas très grave. Et où, attendez, je vais vous dire, parce que je demandais à l'époque qu'il y ait un Patriot Act à la française. Tout le monde s'est opposé à ça. Tout le monde. Tout le monde m'a expliqué que c'était une mauvaise idée. Vous pouvez reprendre les interventions de tout le monde. J'ai expliqué à la française, parce que je voulais qu'évidemment
contrairement à la solution américaine. Il y a eu une nouvelle loi sur le renseignement, Frédéric Lefebvre. Mais justement, il y a eu une nouvelle loi sur le renseignement au moment que je n'ai pas voté, au moment où les Américains, eux, étaient en train de réviser la leur. Et donc, on m'a donné des grandes leçons. Je disais justement qu'il fallait un Patriot Act à la française, en respectant nos valeurs, en protégeant les libertés. Mais un Patriot Act, ça voulait dire un texte patriotique pour protéger la France contre le terrorisme. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu, parce que j'imagine que vous l'avez entendu, dans ma famille politique, tout le monde maintenant propose le Patriot Act à la française. Il y a des débats qui sont organisés en son sein, et on a encore pris 6 mois de retard. Nicolas Sarkozy propose de rétablir le contrôle aux frontières pour les non-européens. C'est la fin partielle de l'espace Schengen ? Alors, l'espace Schengen, par définition, c'est la libre circulation des citoyens européens à l'intérieur de l'Europe. Donc, sur le plan des principes, les non-européens ne doivent pas circuler librement. Et il doit y avoir des systèmes de contrôle. Et une des raisons pour lesquelles, dans mon premier livre d'ailleurs, c'était en 2009-2010, 2009 que je l'écrivais, en 2010 qu'il sortait, Le mieux est l'ami du bien, j'avais proposé la mise en place, plutôt que de rentrer dans le grand débat, on supprime ou pas Schengen, la mise en place d'une police européenne des frontières, avec des gardes-côtes européens des frontières, et une police européenne avec des postes aux frontières. Parce que je le disais tout à l'heure. Parce que la question se pose avec l'Allemagne qui va accueillir 600 000 réfugiés cette année. Mais la question se pose avec chacun des pays, mais elle se pose d'abord, et c'est l'Allemagne, elle le fait volontairement. Mais la question se pose d'abord avec les pays qui le font en essayant de lutter, mais en n'ayant pas les moyens de lutter. C'est pour ça que je citais tout à l'heure, par exemple, la Grèce. Alors, évidemment, on a échappé à cette folie qui a traversé l'esprit d'hommes et de femmes politiques de droite comme de gauche, qui était de faire rentrer la Turquie dans l'Europe. Mais il n'empêche que la Grèce, on voit parfaitement que beaucoup de migrants rentrent par la Grèce en Europe. Et on explique... C'est aussi parce que le pouvoir politique en Grèce est actuellement affaibli. Non, mais c'est même pas pour ça. On les montre du doigt et on leur dit c'est un scandale, vous devez veiller à la protection de votre frontière. Eh bien, c'est une erreur. C'est pas la frontière des Grecs, c'est la frontière de l'Europe. Et là encore, c'est toujours le même problème. C'est l'absence d'anticipation de l'Europe. Je demande ça depuis 2010. Commune en matière Alors là, d'immigration. maintenant, tout le monde le propose. Mais il est temps de se réveiller. Mais bien sûr qu'il faut une politique commune. Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'efforts. Une harmonisation des politiques d'asile ? Il faut... Mais c'est bien sûr, quand je parle des postes de douane européens, c'est parce que je sais très bien que ça ne peut pas être la France qui va faire un poste de douane en Libye, comme je le disais, ou une politique commune, ça veut dire des quotas de migrants, pour le coup. Ce qui a été refusé il y a quelques mois. Oui, mais moi, quand je parle d'immigration choisie, vous savez, par définition, il y a des quotas. Et on doit déterminer. Alors, je n'aime pas ce que j'entends parfois en disant on doit accepter que les gens qui ont bac plus X aient refusé. C'est d'ailleurs assez idiot comme réflexion parce que quand on regarde la structure du chômage en France, on sait que le chômage, il est essentiellement très fort chez les plus diplômés. Donc, au contraire, on ne veut pas regarder la réalité en face. On a besoin, nous aussi, de main-d'œuvre. Et donc, je ne vois pas pourquoi on créerait une forme d'étanchéité. On a besoin de main-d'œuvre. Une forme d'imperméabilité. Comme je l'entends parfois. Vous avez à un moment prononcé le mot Hongrie tout à l'heure. Moi, je ne veux pas d'une solution à la hongroise. Je ne veux pas que l'Europe devienne une sorte de forteresse où on ne vive plus qu'entre nous. Moi, j'ai une vision mondiale. Je vous redis, je me sens citoyen du monde. Vous comprenez d'ailleurs la réaction de la Hongrie ? Socrate disait « Je ne suis ni grec ni athénien, je suis citoyen du monde ». La grande différence, c'est qu'à l'époque, le monde était... la réaction de la Hongrie le monde parce était qu'elle est en première ligne. Là, le monde est en défaite. La Hongrie, vous comprenez sa réaction parce qu'elle est en première ligne. Mais oui. À partir de mardi, chacun des pays qui est en première ligne, bien sûr, les migrants risqueront la prison. Chacun des pays qui est en première ligne aujourd'hui, et ce qui montre la désorganisation de l'Europe. Les migrants risqueront jusqu'à 3 ans de prison s'ils rentrent illégalement sur le territoire hongrois à partir de mardi. Et imaginez qu'ensuite, chacun des pays se mette à faire comme ça, par instinct de survie. Il ne s'agit pas pour moi de dire qu'il n'y a pas à un moment une légitimité à une réaction forte dans tel ou tel pays, même si je ne partage pas la réaction hongroise. Mais
c'est bien parce que l'Europe ne fait pas son boulot. Et je vous disais tout à l'heure, le président du Parlement européen qui s'occupe de l'Eurovision et le président de la Commission qui maintenant donne des leçons à tout le monde sur il faut boucher les trous, mais qui était aux abonnés absents au moment où il fallait réfléchir comment on agissait sur les causes. Et quand je dis ça, je vise pas que eux deux, parce que je n'oublie pas que l'Europe, c'est d'abord l'Europe des nations. Et donc ça veut dire chacun des chefs d'État de chacun des pays européens qui aujourd'hui passe son temps à discuter de tel ou tel sujet sans doute très important pour l'Europe, mais oublie l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité. Et c'est ça de la nos priorité compatriotes. actuellement. Mais c'est la priorité depuis des Frédéric mois et Lefebvre, des mois. Vous venez de dire qu'en France, il y avait un besoin de main-d'œuvre. Les réfugiés pourront travailler en France qu'au bout de 9 mois. Ça veut dire que pendant 9 mois, ils vivront au crochet de l'État ou par du travail dissimulé. Est-ce que ça vous paraît normal? Moi, je pense que si on a la possibilité de les intégrer tout de suite, de leur donner la possibilité de travailler tout de suite, il faut le faire, y compris avec des contrats à durée déterminée. Tout ça, ça n'a pas de sens. C'est parce que, comme on veut pas faire preuve de bon sens, des CDI comme pour on des est réfugiés débordé parce que on n'a pas anticipé, maintenant on prend des décisions qui sont des décisions de non-sens. Vous voudriez des CDI pour des réfugiés qui n'ont même pas encore eu l'accord, reçu d'accord officiel à rester en France? Non, mais je suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut. Non, je dis pas qu'il faut des CDI pour les gens en situation illégale. J'ai dit d'ailleurs, et j'ai défendu, et j'ai même fait voter, ça avait fait à l'époque un peu de bruit, c'était en 2007 ou 2008, Le Monde avait fait sa une 2 fois sur le sujet, je le rappelais tout à l'heure, la régularisation au cas par cas de gens en situation illégale à partir du moment où, pour des motifs de travail, on considère qu'on peut les régulariser. Ça veut dire qu'il faut qu'on se mette en situation de traiter rapidement la situation de tous ces gens qui sont des migrants en demande d'asile. Et quand, tout à l'heure, moi j'ai voulu évoquer, parce qu'on parle que des réfugiés... Et la réponse de l'État est trop longue actuellement. Mais la réponse de l'État est beaucoup trop longue. Mais pas que de l'État français, de l'Europe tout entière. Mais vous voyez, il y a un truc que les Français comprennent parfaitement aujourd'hui, c'est que l'Europe est aux abonnés absents, est complètement débordée, est en panique, ne sait pas comment réagir. Je veux dire, on le voit, c'est criant, on le voit se dérouler devant nos yeux. Et ça, vous craignez que ça renforce le sentiment anti-européen? Ah bah ça c'est sûr, ça c'est sûr, puisque ils ont la capacité d'aller chercher des poux à tout le monde sur des réglementations sur le fromage produit dans telle zone rurale. C'est un atout pour le Front National aujourd'hui? Et c'est un atout pour tous les gens qui refusent le système. C'est un atout pour... Mais je vais vous dire ce qui m'inquiète encore plus qu'il y a quelques années. C'est qu'il y a quelques années, le refus du monde politique et des partis politiques, il se traduisait soit par une abstention très forte, soit par un vote pour les extrêmes. Notamment, on l'a vu pour le Front National. Aujourd'hui, quand je parle avec beaucoup de gens dans les banlieues ou dans les zones rurales, mais le Front National, il est mis dans le même paquet. Il est dans le système politique. Et les gens, aujourd'hui, ils ne croient plus à rien du tout. Ils refusent tout système politique. Et donc, il va bien falloir qu'on invente une nouvelle démocratie. Et notamment, moi, je préconise une démocratie digitale, où en réalité, on rend actifs les citoyens, où on les fait participer à la construction et à la décision publique, et où les gouvernants, au lieu de passer leur temps dans des chicayas, qui soient dans l'opposition ou dans la majorité sur des sujets dont tout le monde se fiche, qui soient dans l'anticipation. C'est ça dont on a besoin dans un pays. Frédéric Lefebvre, on va revenir sur la question des migrants. 3 maires ne veulent accueillir que des réfugiés chrétiens, celui de Charvilleux-Chavagneux dans l'Isère, celui de Roanne dans la Loire et celui de Belfort en Franche-Comté. Est-ce que vous les comprenez? Bon, d'abord, on peut toujours comprendre les réactions de tel ou tel qui considère qu'il peut y avoir, je le disais, un risque. Mais en même temps, on tend la main à un être humain. On ne va pas commencer à considérer que celui qui est aujourd'hui pourchassé et dont la famille a été violentée et qui a été obligé de fuir son pays, nous-mêmes, dans un pays laïque, commencer à dire « Ah ben non, mais s'il a telle religion, oui, s'il a telle religion, non. » C'est une forme de discrimination. D'ailleurs, je voyais sur Twitter tout à l'heure que Christine Boutin était aux côtés d'un maire dans les Yvelines pour accueillir un maire d'un petit village qui accueillait 78, si mes souvenirs sont bons, réfugiés, et avec l'aide des associations
laïque de l'Église. Et c'est Christine Boutin elle-même qui disait on ne peut pas faire la différence entre un chrétien et un musulman, c'est un être humain. Donc voilà, je pense que comprendre ces réactions, elles sont humaines, mais je pense qu'il faut réfléchir au-delà. Et encore une fois, toutes ces réactions de panique, elles sont simplement le fruit de l'inaction et de l'absence d'anticipation de l'Europe. Frédéric Lefebvre, dans votre tribune, vous évoquez la photo de cet enfant mort sur une plage qui a réveillé des consciences, selon vous. On apprend cette semaine que le père de l'enfant est accusé d'être le passeur. Y a-t-il eu manipulation autour de cette photo? Alors, peu importe, en l'occurrence, évidemment, il faut que la vérité soit faite sur cette Parce que histoire. c'est un symbole fort, cette photo. Mais justement, peu importe, vous savez, moi j'attendais, en regardant les jours qui se déroulaient, je vous l'ai dit, depuis le 23 mai, quand est-ce qu'il y allait avoir un symbole suffisamment fort au plan mondial pour réveiller les consciences? Il a fallu attendre 3 mois et demi. Bon, je suis heureux qu'elles aient été enfin réveillées, ces consciences, au bout de 3 mois et demi. Mais vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu. Donc, bien sûr qu'il faut que la vérité soit faite sur cette triste affaire. Mais dans le même temps, cette photo, quoi que soient les faits derrière, aura eu le mérite de réveiller les consciences. Parce que de toute façon, chacun le sait, des enfants pour morts accueillir des enfants migrants noyés, en il y France. en a beaucoup malheureusement. Réveiller les consciences pour accueillir des migrants en France, pour accepter d'en accueillir. Réveiller les consciences pour mobiliser nos pays européens dans une guerre contre l'État islamique. Réveiller les consciences pour organiser humainement et avec efficacité, sans naïveté, en contrôlant les faux passeports, en vérifiant les fichiers et les origines de tel ou tel individu avant d'accepter Mais c'est pas ça qui qu'il a soit été sur décidé notre suite à la sol. photo. Mais C'est simplement j'ai d'accueillir pas dit que davantage de c'était ça migrants. qui avait été décidé. Vous avez bien compris que je suis pas tout à fait en accord avec ni ce qui est décidé par le gouvernement actuel, ni malheureusement avec ce qui est proposé par l'opposition actuelle. Très rapidement, Frédéric Lefebvre, avant la pause, fusionner le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice, c'est la proposition de Xavier Bertrand pour un grand ministère de l'autorité. Je ne la fais pas mienne. Je ne la fais pas mienne. Je pense que il faut au contraire que subsiste une séparation entre ces deux grands ministères régaliens. Et je considère que ça n'est pas une proposition adaptée à la situation, même si elle n'est pas non plus complètement absurde. Ça a déjà existé dans l'histoire d'un certain nombre de pays. Donc c'est pas. Mais je pense pas que ce soit ça la bonne réaction. Encore une fois, je pense que on répond ou on cherche à répondre avec des solutions qui nous permettent de ne pas regarder la réalité du problème. Et en l'occurrence, je ne vise pas du tout Xavier Bertrand, puisque lui, il se mobilise, comme moi, comme Bruno Le Maire, comme Nicolas Sarkozy, pour une action déterminée, militaire, en Syrie. Donc c'est ça la vraie cause. Hier et aujourd'hui se tient le salon de la femme musulmane à Pontoise, vous le saviez ? Je ne le savais pas, vous me l'apprenez. De nombreux prédicateurs de l'islam fondamentaliste y sont intervenants. Il y a eu une pétition en ligne contre cette manifestation, une manifestation donc jugée sexiste. Fallait-il l'interdire ? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette manifestation ? Parce que je vous dis, je ne suis pas au courant de... C'est une manifestation... C'est organisé par quelle association ? Enfin, bon, sans que vous me répondiez à cette question précisément. Ça soulève, et d'ailleurs j'y fais référence dans la tribune, une interview que j'avais donnée au Figaro il y a peut-être 2 mois et demi, au lendemain d'un acte terroriste terrible dans notre pays, avec la décapitation d'un homme, et où j'avais demandé plusieurs choses. J'avais d'abord demandé que l'on ferme immédiatement l'ensemble des lieux de prêche salafistes ou extrémistes dans notre pays identifiés par nos services. Quand j'avais fait cette proposition, il y a eu d'ailleurs pas mal de voix de toutes parts, à droite et à gauche, qui étaient plutôt positives, sauf que depuis, il ne s'est rien passé. Alors je pense que c'est, je le redis aujourd'hui à votre antenne, absolument indispensable. Mais j'avais dit une autre chose. J'avais annoncé que je déposerais une demande de commission d'enquête à l'Assemblée nationale avec des élus de droite et de gauche pour que soit engagé le plus rapidement possible un travail avec beaucoup de sang-froid, dans le calme, mais avec beaucoup de détermination, d'examen de la totalité de ces associations qui ne cessent de se développer dans notre pays
qui défendent, soi-disant, les musulmans, qui en réalité sont souvent des associations qui, sous couvert de lutte contre l'islamophobie, sont en réalité porteurs de haine, de radicalisation, de remise en cause de notre modèle de société. Dans ce salon de la femme musulmane, il y a justement Rachid Abou Oudefa, c'est l'imam de la mosquée de Brest, qui est proche du collectif contre l'islamophobie en France. Rachid Abou Oudefa qui avait déclaré « Si la femme sort dans la rue sans honneur, c'est-à-dire sans le voile, qu'elle ne s'étonne pas que les hommes abusent de cette femme-là. » J'avais notamment d'ailleurs mis en cause cette organisation dans mon interview du Figaro. J'avais, parce qu'il ne faut pas s'arrêter là, demandé qu'on regarde avec le même calme sur Internet l'ensemble des sites qui aujourd'hui ont des prêches radicales. Ce travail-là, il n'est pas fait. Rendez-vous compte, ça fait 2 mois et demi. Depuis, il y a eu l'attentat du Thalys. Et on revient sur ce que je disais, le Patriot Act que je demandais il y a 6 mois, que tout le monde se réveille aujourd'hui à demander. Et donc, c'est cette absence d'anticipation européenne. C'est pas simplement dans notre pays. D'ailleurs, l'opposition était tout autant aux abonnés absents que l'actuel gouvernement sur beaucoup de ces questions. Donc, même s'il y a eu des propositions, et souvent intelligentes, d'un certain nombre de mes collègues. Mais vous comprenez, il n'y a pas assez d'action. Mais il n'y a pas d'action. Il faut agir. Les Français en ont assez des débats, des divisions, alors qu'il y a besoin d'action. Frédéric Lefebvre, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Fleur Pellerin a annoncé ce matin que la redevance télévisée n'augmentera que de 1 euro l'année prochaine. C'est une satisfaction? J'aurais préféré qu'elle n'augmente pas. Elle avait augmenté de 9 euros dans le mandat de Nicolas Sarkozy. Non, mais je ne suis pas en train de remettre en cause le fait que la redevance télé est une redevance utile. Je dis simplement, j'aurais préféré qu'elle n'augmente pas, puisque le gouvernement avait annoncé qu'il n'augmenterait aucun impôt. Mais en même temps, elle a annoncé dans le même temps, ce que je trouve sage, qu'il n'était pas question de remettre la pub après 20 heures, qui est une décision que nous avions prise, et qui était une bonne décision, beaucoup critiquée à l'époque à tort, toujours avec ce réflexe tout aussi vivace aujourd'hui, malheureusement, du côté de l'opposition de droite qu'il l'était du côté de l'opposition de gauche, où on critique toujours une décision qui est prise par un gouvernement en place. Je vous rappelle que moi, par exemple, j'ai pas hésité à voter la loi Macron quand je considérais que c'était l'intérêt de la France. Et moi, j'aimerais que dans notre monde politique, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, quand on considère avec authenticité et sincérité qu'il y a une décision qui est bonne pour le pays, on n'hésite pas à le dire et à le voter. Un mot de Claire Chazal, Frédéric Lefebvre. Elle quittera ce soir le JT de TF1 après 24 ans de présentation. Son éviction express, c'était justifié? Écoutez, moi je n'ai pas évidemment à me prononcer sur une décision d'un groupe indépendant. Simplement, je veux lui tirer un grand coup de chapeau parce que c'est une femme que je connais, qui est une femme admirable et que j'aurais grand plaisir à écouter puisque j'ai vu qu'elle allait rejoindre un de vos concurrents qui est Radio Classique et j'aurais beaucoup de plaisir à l'écouter sur Radio Classique. Ce week-end, Frédéric Lefebvre, ce sont les universités d'été des jeunes républicains. Vous y étiez hier, Nicolas Sarkozy aussi, et Alain Juppé y a fait une visite surprise pour le déjeuner. Il était en territoire hostile, Alain Juppé? Écoutez, c'est pas le sentiment que j'ai eu. Pourquoi il n'a pas prévenu de sa visite? Ça, faut vous lui posiez la question. Peut-être qu'il a décidé au dernier moment. En tout cas, certains disent que c'était pour éviter de se faire siffler. Peut-être aussi. Vous savez que j'ai fait partie de ceux qui ont regretté cette image déplorable qu'a donnée notre mouvement quand il a été sifflé au moment du congrès de fondation des Républicains. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je suis intervenu, moi, j'ai pris la parole, moi, à 11h du matin. À la suite de mon intervention, j'ai fait iTélé, je crois, en direct, et ensuite beaucoup de médias sont venus m'interroger. Et une des questions qui m'était posée systématiquement, c'était il n'y a que Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ne vient pas, François Fillon ne vient pas. Alain Juppé n'est pas resté au discours de Nicolas Sarkozy. Au moins, ça aura évité. Il est passé, mais pas en même temps que Nicolas Sarkozy. Il n'est même pas resté à son discours. Au moins, ça aura évité. C'est ça l'unité chez les Républicains. Au moins, ça aura évité que le débat ne soit que sur. Il n'y a pas eu Alain Juppé ou il n'y a pas eu François Fillon. Mais alors là, par contre, je vais vous dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je trouve que toutes ces histoires n'ont aucun intérêt, pour tout vous dire. Mais vraiment aucun intérêt. Et que les Français s'en contrefichent. Et quand je vois que c'est finalement toujours ce qui est retenu de ces grandes réunions pendant lesquelles nous avons dit des choses. C'est évidemment en prévision de la primaire des Républicains. Vous soutiendrez qui? Écoutez, aujourd'hui, je le dis très clairement à votre micro, je n'ai absolument pas pris ma décision.
Après Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Xavier Bertrand, Nadine Morano, vous aussi, vous pourriez être candidat? Écoutez, je veux vraiment vous dire que, comme je l'ai dit hier devant tous les militants, nous souffrons aujourd'hui de cette obsession de 2017. Nous souffrons de cette obsession de 2017 qui est dans les têtes de tout le monde. Vous voulez pas me dire Et donc non. je vais sûrement pas, moi, vous expliquer quelle est cette obsession dans ma propre tête. Et en même temps, vous y je pensez quand reproche... Mais vous voyez, vous voulez me faire dire exactement l'inverse de ce que je suis en train de vous dire. De la même façon que je trouve absolument stupide aujourd'hui que toutes les décisions, toutes les positions des leaders de droite comme des leaders de gauche se fassent par rapport à l'élection présidentielle. Merci. Avec ce mot de la fin, vous me le permettrez, avec des Français qui, eux, pensent à la fin du mois, des salariés qui ne bouclent pas leur fin de mois, des patrons qui ne savent pas s'ils vont pouvoir payer leurs salariés. C'est pour ça que depuis ce matin, je vous parle de l'urgence d'agir. Merci Frédéric Lefebvre.